Bonsoir. Alors, un grand merci à Florence et à Hassan qui m'ont demandé de venir présenter ce travail, mais qui vous ont mis tout de suite dans une arnaque, parce que moi je ne vous présente pas une œuvre, je vous présente ma thèse, qui est une thèse sur une œuvre, laquelle est la revue Souffle, mais l'œuvre c'est absolument pas ma thèse et je tiens à être très claire là-dessus. J'ai trouvé important de venir vous en dire quelques mots, parce que c'est une revue qui a très fortement marqué son époque, mais dont les conclusions, les constats et les propositions sont encore d'actualité, et je pensais que ça méritait d'être rappelé aujourd'hui. On commence avec une bonne nouvelle pour ceux qui ne seraient peut-être pas déjà au courant. Cette revue a été numérisée pendant 30 ans, elle a été presque introuvable. Elle est aujourd'hui en ligne, donc gratuitement, sur le site de la BNRM, la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. Donc vous rentrez dans Bibliothèque numérique, vous cliquez sur la catégorie revue et vous avez l'intégralité des 22 numéros en français et numéros bilingues qui ont été édités. Alors je ne sais pas s'ils vont mettre en ligne ultérieurement les numéros de Anifas et les numéros des nouvelles séries, mais bon, ça reste à voir. Je m'excuse d'emblée pour la qualité de ces images, mais enfin c'était histoire de vous donner un fond de présentation où vous allez trouver en vrac, si l'ordinateur veut bien, des couvertures de cette revue, des photos de ces auteurs, de certains de ces auteurs que vous allez certainement reconnaître, et des œuvres. Là, c'est une œuvre, un panneau mural en cuivre de Farid Belkahia, en fait, des œuvres qui ont illustré cette revue. Donc, je vous dis peut-être deux mots sur l'historique de Souffle. Elle a été fondée en mars 1966. À l'origine de cette création, c'était des très jeunes poètes, Abdelatif Laïbi, Mustapha Nissabouri, d'autres jeunes poètes, surtout francophones, mais pas seulement, qui avaient tous en point commun qu'ils ne trouvaient pas de tribune qui leur convienne pour publier leur création, qu'ils voulaient novatrice, qu'ils voulaient en rupture par rapport au code littéraire et esthétique de l'époque. Et donc ils proposaient quelque chose qu'ils n'arrivaient pas à publier, donc ils ont décidé de publier de façon totalement bénévole cette revue Souffle qui a été lancée donc de façon trimestrielle. Alors le premier numéro a été totalement étonnant, déjà parce que d'emblée vous aviez ce rond là, c'est Mohamed Melhi qui a créé la maquette avec ce logo et puis ce cercle. Ça c'est le verso, ça c'est le recto, puis de numéro en numéro ils ont rajouté de la couleur, ça a changé. Et donc ce que je tiens à souligner là-dedans, c'est que ces jeunes poètes, en fait, ils étaient très jeunes, et moi ça m'a vraiment impressionnée parce que pour réussir une revue qui a été une telle date dans l'histoire littéraire, en fait ils avaient entre 25 et 30 ans, ce qui est vraiment très très jeune pour se lancer dans une aventure pareille. Et le deuxième élément qui a été déterminant dans la réussite de ce projet, c'est l'alliance qui a été faite avec les artistes de l'école des Beaux-Arts de Casablanca, où il y avait Mohamed Melhi, il y avait Mohamed Chebaha qui enseignait, il y avait Farid Belkahia qui était le directeur de l'école des Beaux-Arts à cette époque, et où il y avait tout un courant très novateur. Et donc il y a eu un pont qui s'est créé de façon tout à fait originale entre les écrivains et les artistes peintres. Donc pour le premier numéro, ça a été un recueil de poèmes en français, avec quelques illustrations des principaux artistes qui ont suivi ce mouvement, et un prologue signé de Labi, qui a été un véritable manifeste sur justement le projet de cette revue. Puis au fil des numéros, c'est devenu une revue à la fois de création littéraire et une revue d'analyse qui s'est penchée un peu sur tous les pans de la création, sur le cinéma, sur les arts plastiques, sur le théâtre, mais aussi sur des points qui faisaient débat, des idées qui étaient très importantes à l'époque sur la décolonisation de la culture. C'était toute la période encore où les décolonisations n'étaient pas terminées, et donc il y avait toute cette réflexion sur quel doit être le rôle de l'intellectuel dans ces circonstances, que peut faire la culture pour construire une société plus juste. Donc cette réflexion elle était déjà en germe dès les premiers numéros.
Fin 68, vous avez la rencontre entre Leahy et Abraham Serfati, dont vous allez voir passer une photo, qui a été déterminant dans l'histoire de la revue, parce que c'était un monsieur déjà qui bénéficiait d'une aura très importante. Il était à l'époque directeur de la recherche et du développement à l'Office chérifien des phosphates, et puis ça a été une personnalité qui a toujours été très engagée, donc qui a imprimé un accent plus militant à la revue, qui avait déjà de bonnes bases pour l'être. Mais disons qu'à partir de l'arrivée de Serfati, la revue, elle a pris un tournant plus ouvertement politique. Et voilà, donc à partir du troisième trimestre 69, Souffle a consacré un numéro spécial à la révolution palestinienne, qui a été une date dans son histoire, qui est toujours un numéro de référence où beaucoup d'intellectuels marocains, mais pas seulement marocains, ont contribué. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important. Et tout de suite après, dès le numéro 16-17, la revue a changé de maquette. C'est passé au format carré que vous avez déjà pu voir, qui était aussi un format très novateur, qui s'inspirait plus de la pochette du disque 45 tours. Qui a été à ce moment-là beaucoup plus, la revue est devenue beaucoup plus ouvertement politique, et à ce moment-là ça a été un tournant dans la constitution de l'équipe, parce qu'il y a des gens qui sont arrivés pour l'aspect militant et politique que la revue prenait, et les gens de la première équipe se sont parfois plus ou moins violemment mis en retrait. Donc, mai 71, l'équipe lance Anfas, donc le doublé de Souffle en arabe. Alors, c'était un mensuel, ça a été tiré à 5000 exemplaires, alors que Souffle en français était tiré à 1000 exemplaires. Et ça a eu un impact énorme dans les milieux étudiants, qui étaient très très politisés à gauche et surtout à l'extrême gauche à l'époque. Donc ces deux revues, Souffle et Anfas, sont devenues la tribune commune des deux organisations qui ont constitué ensuite le mouvement marxiste-léniniste marocain, qui sont devenues par la suite Hilal Hamam et 23 mars, mais qui étaient à l'époque des organisations totalement embryonnaires, quoi. C'était en cours de constitution. Donc le fait de s'être politisé aussi ouvertement, et surtout avec une tribune en arabe, a précipité la fin de la revue, parce que le 27 janvier 72, Leahy et Serfati, ainsi que beaucoup d'autres militants, ont été arrêtés. Ils ont été maintenus en détention pendant quelques mois en attente de leur procès. Ils ont été torturés. Certains ensuite ont été libérés, d'autres ont été condamnés à des peines extrêmement lourdes. Et d'autres militants, par contre, ont eu la chance de pouvoir échapper à cette répression, mais ont dû s'exiler en France et ont essayé de reconstituer l'aventure de Souffle à Paris en lançant des nouvelles séries. Alors d'abord en arabe, dès août 72, et en français dès janvier 73, mais ça n'a pas duré très longtemps, parce que le principe d'une tribune commune supposait une certaine communauté de vision. Et le problème, c'est que ça n'a pas pu être le cas pendant très longtemps, et que les divergences entre les deux mouvements les ont amenés à abandonner la tribune commune pour avoir chacun leur revue à eux. Donc moi, ce qui m'a plu dans cette revue, c'est que c'était une revue qui avait un ton absolument... un ton de grande gueule, et que je trouvais salutaire. Et mis à part la qualité évidemment littéraire des textes, qui a été énormément commenté, qui a été le plus commenté d'ailleurs, parce que cette revue elle a été très très étudiée d'un point de vue académique pour tout ce qui était modernité littéraire et artistique, mais pas vraiment pour le reste. Et moi je trouvais qu'il y avait un discours qui était très puissant d'un bout à l'autre, et qui était aussi puissant en ce qui concerne le discours sur la culture que la réflexion sur le rôle de la culture, mais aussi un projet de société, un projet politique qui était progressiste. Voilà. Cette revue, il faut le dire aussi, c'est peut-être l'une des rares revues marocaines qui a eu un tel rayonnement dans le tiers-monde, puisqu'elle était lue à Cuba, elle était lue aux Antilles, elle s'est fait l'écho de toutes les luttes de décolonisation dans
dans le tiers-monde. Et puis c'est la première aussi qui a lancé le concept d'une revue bilingue. Ça n'a pas duré très longtemps, ça a été sur 3 numéros, mais ça a été quand même une première parce que c'est des revues avec plus tendance soit à traduire des textes rédigés en arabe vers le français ou inversement, soit à lancer un doublé dans l'autre langue, mais eux ils ont fait coexister des textes en français et en arabe dans 3 numéros, et vous avez des textes de Zafzaf, de Driss Khoury, de Mohamed Barada et même de Ben Salem Himmish, qui a un peu revu sa participation à cette expérience. Ce qui me paraît très important de vous rappeler aussi, c'est que c'est une revue qui a été une pépinière d'écrivains et d'intellectuels. C'est-à-dire que tous ceux dont vous connaissez les noms qui appartiennent à cette génération ont fait plus ou moins leur début dans cette revue. Et je tiens à vous citer un extrait de l'entretien que j'ai eu avec Tahar Benjeloun, parce que vraiment ça m'a touchée, qui écrit: sans cette revue, je n'aurais peut-être jamais pu écrire. On devient écrivain grâce aux autres. La volonté d'écrire est une chose, mais si on n'est pas publié, si on n'est pas lu, si on n'est pas critiqué, on n'existe pas. Je me souviens, quand j'ai donné ce texte, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit publié, et il a été publié. Et donc j'ai continué. Sans souffle, je n'aurais peut-être pas été écrivain. Peut-être que je l'aurais été, mais dans des conditions très différentes. Ça a donc été pour moi un point de départ fondamental, essentiel, et je le dois à Lahabi, parce que s'il ne l'avait pas lu, ce texte, s'il ne l'avait pas aimé, s'il l'avait jeté, je me serais découragée. Ce sont de petites choses comme ça, parfois, qui déclenchent ou qui arrêtent un processus, donc je suis redevable à Lahabi. Donc vous avez Tahar Benjeloun, j'ai cité Himmish, Loa Kira aussi a fait ses débuts dans Souffle. Là, oui, il a publié un petit texte, Ratebi bien sûr, mais eux ce sont des aînés, Ratebi, Bouhanani aussi, Medini, ainsi que beaucoup j'ai identifié à peu près 120 signatures, et je ne vais peut-être pas ni vous les imposer, ni m'imposer de vous retrouver les noms non plus, mais vraiment ça a été très important comme pépinière, une revue qui s'ouvre à la jeune création, qui fait confiance à des talents de moins de 60 ans et qui leur donne une place pour commencer à s'exprimer. Et du coup, à s'exprimer et à imposer une rupture aussi dans la façon d'écrire, parce que ils n'ont pas voulu reproduire les codes en vigueur qu'ils ont dénoncés, ils ont théorisé leur position pour dire que eux, un art déconnecté des réalités, ça leur convenait pas, l'esthétisme, ça leur convenait pas, le côté lettre de doléance, ils se sont beaucoup démarqués de la génération d'Ahmed Sfaoui, à qui ils reprochaient un certain folklore. Ils voulaient faire autre chose, ils l'ont fait. Ils ont d'ailleurs été les premiers, je tiens à le rappeler, à réhabiliter Driss Shraidi, qui était honni à cause du scandale qu'avait fait Le Passé Simple en 1954 à sa publication. Et là, en 1967, il lui avait consacré tout un dossier en disant que c'était, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord avec ses prises de position ou non, que c'était le meilleur écrivain de langue française au Maroc et qu'il n'y avait rien à contester là-dedans. Ça a été une rupture esthétique aussi avec cette alliance avec l'école des beaux-arts, parce que ça, visiblement, il faut savoir qu'avant le numéro 7, il n'y avait pas de publicité dans la revue. Donc il fallait absolument qu'elle soit repérable immédiatement en kiosque, et l'idée c'était de provoquer les gens, de leur montrer un objet insolite, et il y avait aussi à la fois de la survie matérielle de la revue qui ne vivait que de ses ventes, et d'un projet esthétique qui devait se développer dans tous les domaines de la création. Donc ça a été un vrai mouvement et littéraire, et artistique, et intellectuel, et politique, qui s'est imposé finalement comme une tribune d'avant-garde. Donc ça a été totalement revendiqué sur un point de vue littéraire. Enfin, ça n'a pas été revendiqué dès cette époque même. C'est-à-dire que les gens que j'ai interviewés m'ont dit qu'ils avaient conscience de faire un travail d'avant-garde, mais ça n'est que bien après qu'ils ont parlé qu'ils ont assumé d'avoir représenté une avant-garde
une avant-garde littéraire, mais ceci dit, la vie écrit dans le prologue du premier numéro que nous sommes des commenceurs, quoi. Enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et puis ensuite, quand la revue s'est politisée, elle a assumé aussi d'être l'amorce d'une avant-garde révolutionnaire. C'était ça son projet, quoi. Enfin, et puis en quelque sorte, ça a également été une avant-garde journalistique parce que ça a été une des premières tribunes non partisanes qui a proposé un journalisme d'analyse et d'opinion. Donc voilà, voilà pour vous situer un peu globalement cette revue. Alors moi, ce qui m'a préoccupée là-dedans, en fait, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que cette revue, elle avait été très étudiée, mais uniquement pour son aspect littéraire, en faisant totalement abstraction des autres aspects, et notamment de l'aspect politique qui était fondamental dans le devenir de son équipe, dans l'évolution de son équipe, dans l'évolution du projet. Donc j'ai essayé de prendre l'ensemble de ces numéros, depuis le premier jusqu'au numéro des nouvelles séries qui ont été publiées en France, et de voir un peu comment ce projet il a évolué. Alors dès le début, il y avait une problématique centrale dans cette revue qui était celle de la culture marocaine. Qu'est-ce que c'est la culture nationale marocaine? Alors c'est une problématique qui s'est amoindrie quelque part dans les derniers numéros, dans la mesure où les sujets sont plus ouvertement sociaux, économiques, d'analyse politique, et que les sujets consacrés spécifiquement à la culture ont eu leur part un peu réduite. Mais dès le début, déjà quand les militants sont rentrés dans l'équipe, pour eux la culture faisait partie d'un combat global pour un projet de société. Mais ça s'est greffé sur une équipe qui existait déjà et qui avait une conception très politique de la culture, quoi. Enfin, que la culture, pour eux, la création et la recherche étaient perçues comme des prises de position dans l'espace public. C'était Mohamed Chebab qui parlait de concept d'œuvre-position qui était porteuse d'une vision, d'un message, sans devenir slogan, avec toute la complexité dont l'art est porteur et qui est irréductible, mais qui avait un message à faire passer, et qu'il y avait un lien très fort entre l'engagement culturel et l'engagement politique. C'était des gens politisés. Certains ont choisi d'aller militer dans divers partis, que ce soit l'UNFP ou le PLS, et d'en sortir pour créer Il al-Amam et ce qui est devenu Il al-Amam et 23 mars. Mais c'était des gens qui n'étaient pas indifférents à la vie partisane, à la vie politique de leur époque, et puis surtout qui étaient animés par un espoir de changer la vie. Alors ça, c'est très important parce que c'était des gens, je tiens à vous faire une petite digression sur un peu un topo sociologique sur qui ils étaient. Ils venaient essentiellement des classes moyennes. Et ils appartenaient à une génération où il y avait une relative ouverture par rapport à l'école. Donc c'est des gens qui ont pu faire des études, il se trouve que pour certains ont pu avoir des bourses pour poursuivre leurs études à l'étranger, mais qui ont décidé de revenir au Maroc parce qu'ils appartenaient à une génération où c'était pas les hauts niveaux d'instruction qui restaient à l'étranger, c'était l'immigration à l'époque, elle était économique, elle ne touchait pas les étudiants, ils revenaient avec l'espoir de construire quelque chose dans ce pays, de le faire avancer. L'indépendance avait 10 ans au moment du lancement de cette revue, donc ils étaient vraiment dans cette idée de faire avancer le pays. Ils sont tous devenus, disons pour l'écrasante majorité, ils enseignaient. Donc ils faisaient partie de la fonction publique et ils avaient l'idée de participer au développement du pays et de le faire avancer. Donc on est vraiment d'emblée dans une problématique très, très politique qui a eu dès le début aussi une charge subversive. Et puis surtout, sauf que ça n'a pas été uniquement des publications de numéros, c'est une équipe qui a essayé d'avoir des actions concrètes dans la société. Ils ont lancé la maison d'édition Atlante,
qui a été l'une des premières maisons d'édition professionnelles. Et ensuite, ça a été beaucoup suivi. Il y a beaucoup de revues qui, par la suite, ont suivi ce modèle, ont essayé de créer plus ou moins sérieusement leur maison d'édition. Mais c'est ça qui a tenu lieu de milieu éditorial pendant des années et des décennies au Maroc, quoi. Ils ont fait aussi l'ARC, l'association de recherche culturelle, alors qui n'a pas fait grand-chose, mais qui a fait quand même, qui n'avait pas suffisamment de ramifications dans la cité. Mais enfin, ceci dit, ça a été un carrefour de débat avec les militants du PLS et de l'UNFP. Et ils ont été surtout, ce qui les a vraiment... Ce qui a vraiment marqué, c'est qu'ils ont fait un programme de recherche et d'action, en gros une charte avec un programme qui est publié dans le numéro 12 de Souffle et qui est un texte absolument remarquable. Vraiment, je vous invite à aller regarder, on pourra l'afficher après si vous voulez. Où vraiment on voit que le travail d'analyse du champ culturel est clairement orienté vers un projet de société, quoi. Donc tout ça m'a fait penser que Souffle, elle s'est imposée comme une tribune d'opposition indirecte à tout ce qui se passait. Il parle de combat dès les premiers numéros, il y a toute une rhétorique du manifeste, de l'engagement, du combat. Un combat pour la reprise en main du champ littéraire contre lequel ils n'ont pas de mots assez durs, mais pas seulement du champ littéraire et artistique, la reprise en main d'une voix propre. Après le protectorat, je m'explique, le protectorat avait développé toute une série de textes pour décrire la culture marocaine et décrire avec la prétention aussi de décrire la personnalité marocaine, qui étaient des textes qui allaient totalement dans le sens de la mainmise sur la société et de l'encadrer, c'est-à-dire savoir comment l'encadrer pour mieux établir la domination française. Et qu'après la décolonisation, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour mettre un coup de balai dans ces textes, dans cette vision, pour reconstruire un discours sur la culture et sur le projet politique. Voilà quoi. Donc, et puis pas seulement reprendre la parole en tant qu'être humain après l'expérience dépersonnalisante de la colonisation, mais reprendre la parole tout simplement en tant que citoyen, parce que c'était une période extrêmement dure et une période de grande refermeture politique. Et donc moi j'ai pensé que Souffle était vraiment une réaction à son contexte, quoi. Fin 65, vous savez, c'est les répressions des manifestations de mars, c'est l'état d'exception en juin, c'est l'enlèvement de Denbarka en octobre, c'est tout un vent de retraditionnalisation de la société pour mieux justifier un pouvoir autoritaire, et ça a duré pendant une décennie. Et sur le plan international, c'était très agité aussi parce que c'était les grandes vagues de décolonisation, c'était toute la contestation, le début de la contestation sur le néocolonialisme, c'était toute la rivalité entre le bloc Est et le bloc Ouest, avec les choix de Hassan II dès son arrivée en 61 sur le trône de faire pencher le Maroc vers le bloc libéral. C'était Frantz Fanon, Les damnés de la terre, qui était le livre de chevet de toute cette génération. C'était la rivalité entre la Chine et l'URSS. Ça a été ensuite la guerre des 6 jours et la révolution palestinienne, ça a été mai 68. Donc ça a été une période extrêmement riche au niveau des événements internationaux et qui a porté énormément de débats, et c'était des débats qui étaient très présents dans la société marocaine. On ne pouvait pas faire abstraction de tout ce contexte, et moi il m'a semblé qu'en lisant cette revue, sa façon de présenter son projet était vraiment une contre-proposition à tout ce qui était en train d'être mis en place comme dictature au Maroc, et que cette contre-proposition elle s'est exprimée d'abord dans le champ de la culture, donc dans le champ des valeurs symboliques, et que progressivement il y a eu un glissement pour exprimer cette contre-proposition dans le champ politique par l'engagement politique qui a été celui de certains. Donc c'est un projet totalement politique d'un bout à l'autre, et Souffle écrit, alors je ne me rappelle plus où est-ce que j'ai piqué cette citation, que le but est d'arracher l'action culturelle au monopole de la réaction et du néocolonialisme, donc on sait tout de suite où on va, quoi.
Donc, quand il s'agit de parler de culture, on se retrouve tout de suite dans des analyses qui font écho, qui s'appuient sur tous ces grands débats de l'époque. Et donc, on pense la culture d'un souffle, en réaction avec un contexte de sous-développement dont on dénonce l'état. On évoque diverses possibilités pour sortir du sous-développement. On revendique une réforme du système d'enseignement et puis surtout on évoque le marasme culturel et on en appelle à une politique culturelle qui à cette époque, pas plus qu'aujourd'hui, n'existe. Donc par exemple vous avez Khaled Boulkaïa, Mohamed Cheba et Mohamed El-Malihi qui ont écrit dans Souffle un manifeste qui s'appelle « Des peintres protestent ». Et il dénonce, je cite, une politique du pis-aller qui consiste à boucher les trous, combler les vides, forcer sa propre nature pour entrer par effraction dans des domaines qui dépassent nos attributions et nos facultés. Donc, il y a l'expression très nette d'un mécontentement. Souffle accompagne aussi le mécontentement des cinéastes qui se plaignent d'être coincés au CCM à réaliser des films de commande qui mettent en cause la concurrence des cinémas étrangers qui demandent des mesures pour établir le monopole du marché national du court-métrage. Ça, c'est une idée qui date de 1966. Dans le domaine du théâtre, c'est surtout Adnan Astouki qui a écrit sur le théâtre. Et alors, voilà le tableau qu'il dresse à l'époque. Le chômage sévit parmi les comédiens et les techniciens qui traînent dans les cafés de Casablanca et de Rabat. Quant à la production de la radio-télévision marocaine, tout le monde s'accorde à constater qu'elle n'est ni plus ni moins qu'une production alimentaire. Bref, il est manifeste que le théâtre connaît dans notre pays une crise grave. Donc, il fait diverses propositions, je ne veux pas... Ah oui, si, par exemple, il y en a une qui est marrante. Il critique la dissolution du Centre des recherches dramatiques, qui a fourni des comédiens et des techniciens à la troupe nationale, et il critique l'intervention des pouvoirs publics dans le contenu. Je cite, « Il ne faut pas que les services de la jeunesse et des sports se croient obligés de mettre dans une circulaire présenter pièce parlant du barrage de l'Ouedziz. » Donc voilà, voilà où on en était dans les années 60, et donc il appelle à une politique d'aide intelligente, des subventions au théâtre les plus dynamiques, voilà. C'est le même tableau aussi dans le domaine du patrimoine. Lui m'a confié qu'il voulait sillonner le pays pour recueillir le patrimoine oral, et puis il s'est heurté à des fins de non-recevoir de gens au CURS. Donc voilà tout le constat qu'ils font des circonstances dans lesquelles ils s'expriment en tant qu'artistes, et ils en dénoncent les conséquences sur la vie intellectuelle, en disant sous-développement intellectuel, carence d'écrivains, de penseurs et de critiques. Pour ce qui est des arts plastiques, on parle de fourre-tout esthétique, idéologique et surtout médiocre. Avec dans le domaine, Khaled Boulkaïa qui écrit dans le domaine de l'enseignement, la culture marocaine était totalement inconnue. Le système des beaux-arts dessinait des sculptures en plâtre, des modèles vivants, des natures mortes. Voilà quoi. Puis alors, il brocarde aussi particulièrement la presse culturelle. Je me permets encore de vous infliger une citation parce que je pense qu'elle a plus d'intérêt que ma prose, mais bon. Donc je cite Labi, organe partisan, émanation étroite de sectes ou de coteries à l'existence souvent hypothétique, cette presse se confine dans un rigorisme anachronique, dans un sectarisme de rideau de fer. Le contenu de quelques-unes de ces publications nous plonge dans une logique médiévale, preuve par l'irrationnel, dogmes et certitudes, tant du point de vue de la création littéraire pure que de la critique. Il semble que les acquisitions scientifiques du XXe siècle, le bouleversement mental et psychique, la désarticulation des concepts esthétiques et philosophiques n'ait nullement ébranlé ce monde en état d'hibernation. Ne parlons pas de dialogue, car se posent immédiatement les priorités de l'âge, de la langue, de la foi, de la culture encyclopédique. Les titres éloquents de ces publications vont de la bonne nouvelle à la certitude. Voilà pour ce qui est du paysage culturel. Alors peut-être que ça vous rappelle des choses, et moi je trouve que dans cette dénonciation il y a vraiment tous les éléments d'une politique culturelle, parce que même s'ils n'ont pas fait un programme avec des points concrets vraiment d'action culturelle,
au moins dans toute cette dénonciation, on voit exactement à quoi ils s'attaquent, c'est-à-dire pas de vision, pas de subvention intelligente, pas de formation d'un goût, pas de formation non plus d'un public, pas d'enseignement à l'art, enfin bon, voilà, une adéquation de la production artistique aux attentes du public, et quand il n'y a pas de politique culturelle, et ben, ils en sont à déplorer que la place est prise par des instituts étrangers qui proposent des choses qui ne font pas forcément dans ce que eux estiment être les préoccupations d'un public marocain avec ses attentes, voilà, et que certaines réalités ne sont pas exprimées par une création, ne sont pas accompagnées, voilà, alors que pour eux il est évident que la création accompagne les problématiques d'un public, voilà. Ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Ben voilà. C'est marrant, hein, ça fait 40 ans, c'est un peu triste, mais bon. Donc, en réponse à tout ce marasme qu'ils dénoncent, les auteurs de Souffle plaident pour que la culture soit adressée à tous et soit pas cantonnée dans des lieux élitistes où le grand public n'osera pas mettre les pieds. Ils ont d'ailleurs fait, avec l'école des Beaux-Arts, les artistes de l'école des Beaux-Arts, la manifestation Place Jemal Fna, avec l'idée d'apporter au public dans la rue des œuvres qu'ils ne rentreraient pas voir dans une galerie ou encore moins dans une préfecture. Parce que c'est ce que m'a expliqué Farid Belkacem, c'est-à-dire qu'ils ont profité pour le montage de cette exposition Place Jemal Fna du festival de Marrakech. Et donc, Belkacem est allé voir le Taïd pour lui dire que ça serait formidable qu'il y ait quelque chose pour accompagner pour Place Jemal Fna. Et pas dans votre truc où il y a les canons et les sbires qui découragent le public d'aller se cultiver. Et visiblement ça a marché une fois, ça n'a pas marché deux, parce que ensuite, paraît-il, ça a été perçu comme subversif. Voilà. Donc ceci pour la culture destinée à tous. Ensuite, évidemment, la culture pour les gens de Souffle, c'est un mode de lutte politique, donc un moyen de se décoloniser et d'exprimer et de porter des valeurs progressistes, voilà, qui ont été développées peut-être plus précisément dans les numéros, mais l'idée, je reviendrai peut-être un peu plus en détail là-dessus, et puis surtout une réflexion sur le rôle de l'intellectuel qui doit être mobilisé aux côtés du peuple. Donc voilà, ça c'est les pour. Les contre, c'est le refus de la folklorisation de la culture, et ça c'est un sujet vraiment très important, parce que c'était l'idée que la culture populaire soit figée et appauvrie, en fait, soit figée dans des moules définitifs qui les appauvrissent. Ça a été une idée peut-être au départ coloniale, mais ensuite qui a eu de très beaux jours en fonction des diverses politiques touristiques qui ont été mises en place depuis l'indépendance, et que, au contraire, considérer la culture populaire comme un vivier de formes, d'énergie tout à fait extraordinaire, et qui ne méritait pas cette sclérose imposée. Et l'idée aussi, c'était de revenir, de réinvestir cette tradition artistique populaire pour reprendre en main un patrimoine, mais aussi relire la tradition pour la débarrasser de ses archaïsmes, en fait, d'y voir un peu en quoi, parce que la tradition, c'est ce qu'on transmet, donc dans ce qu'on transmet, il y a des choix qui se font. Et c'est pas seulement la reproduction d'un modèle ancien à l'infini, ça c'est la folklorisation à la fin. L'idée c'était de débarrasser toute cette culture populaire de ses archaïsmes pour qu'elle puisse retrouver son potentiel de créativité, sa vigueur et ce potentiel de modernité et d'universalité. Et si j'ai parlé de valeurs progressistes, j'y arrive. En fait, c'est qu'ils avaient, les gens de Souffle ont eu une réflexion tout à fait originale pour leur époque sur l'histoire du Maroc, en disant nous, on n'accepte pas la vision officielle qui insiste essentiellement sur l'arabité et sur l'islam. Nous, on revendique le patrimoine amazigh, on revendique le patrimoine juif. On revendique un patrimoine africain. Bon, ça a été vraiment une belle idée, mais ça n'a absolument pas eu d'écho au final dans la revue.
mais il y avait vraiment l'idée que l'histoire du Maroc, elle s'est nourrie de tous les apports qui ont circulé sur ce territoire et qu'elles ont toutes leur place et qu'il est exclu d'en écarter une ou d'autres pour des raisons idéologiques. Donc en fait, nous avons eu une vision très ouverte de l'identité marocaine, une identité fondée sur le pluralisme et donc ce pluralisme qui donnait place à tout le monde et donc le respect quelque part de la citoyenneté, même si la question n'était peut-être pas posée en ces termes dès cette époque-là, mais d'emblée c'est un projet, un souffle à porter vraiment les fondements, à réfléchir aux fondements d'un projet démocratique en se démarquant de tout projet de nationalisme étriqué, de fermeture, de vision figée d'identité, c'était pas du tout leur propos. Et l'idée de revenir à cette réflexion sur la pluralité de la culture marocaine, et de réfléchir sur l'histoire et sur le potentiel de modernité de la tradition, ça a vraiment eu une influence. Vraiment l'idée, c'était de restaurer une conscience citoyenne, et de l'installer, quoi. Donc dès le début, c'est vraiment dès les premiers numéros jusqu'à la fin, c'est cette vision qui a nourri le projet culturel de Souffle, qui était un projet vraiment fondamentalement politique. Et je comprends pourquoi certains se sont engagés politiquement pour... après, je ne porte pas de jugement, c'est des choix vraiment individuels. Et quand je dis je comprends, ça ne veut pas dire que je ne comprends pas les gens qui ont fait d'autres choix et je n'ai pas de jugement personnel à porter sur ce point. Ça a été vraiment des parcours. Mais... ça m'a paru logique que des gens ensuite estiment important d'aller s'engager dans des partis politiques ou créer d'autres organisations pour défendre concrètement ce pourquoi ils ne voyaient pas d'avancée au terme de plusieurs années de discussion en fait. Mais ce qui a été fondamental dans l'évolution de cette revue, c'est qu'à un moment, c'est-à-dire que au départ, c'était la culture qui était investie comme de changer la société, d'être la matrice d'une société progressiste, démocratique à venir. Quand il y a eu, quand Souffle est devenu le porte-parole des marxistes-léninistes, là il y a eu toute une montée en puissance du discours sur la révolution. En filigrane, c'était l'idée que la révolution allait elle-même être la matrice de la société à venir, ce qui a donné totalement autre chose et des textes très différents qui ont été ensuite très critiqués parce que on leur a reproché leur dogmatisme, leur caractère idéologique, parfois leur sécheresse, mais faut pas oublier que c'est quand ils ont commencé à écrire comme ça qu'ils sont montés à 5000 exemplaires, que ça a circulé énormément à la fac, que c'était photocopié, que tout le monde les passait dans le milieu étudiant, que ça a eu énormément d'impact et certainement beaucoup plus que la revue en français sur des problématiques qui étaient peut-être plus élitistes. Donc voilà pour ce topo. Moi, ce qui m'a paru vraiment, ce sur quoi j'ai envie de vous laisser comme idée majeure, c'est que si Souffle a eu une telle réussite et a marqué déjà sa génération, mais ensuite les générations qui sont venues par la suite, c'est vraiment parce qu'elle a eu une approche tout à fait originale d'aborder un projet politique par le biais de la culture. En réfléchissant sur le positionnement de la culture marocaine, par exemple, vis-à-vis d'autres cultures, sur l'universalité, c'est-à-dire toute l'ouverture qu'on a à gagner en s'ouvrant aux autres, mais sans naïveté, avec l'idée que la culture, c'est aussi des circuits commerciaux, c'est des positions idéologiques, c'est des rapports de force, donc ils ont eu une analyse sans naïveté sur ce plan-là. Et ce qui me paraît très original et qui me semble avoir totalement disparu aujourd'hui comme idée, c'est l'idée de créer une culture moderne qui soit rassembleuse de tous les Marocains, quel que soit leur milieu, leur parcours personnel et dans lesquels tout le monde puisse se reconnaître. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas à cause de la catastrophe que nous avons vécue au niveau du système d'éducation. Voilà, donc cette revue, elle a marqué à la fois au niveau de la presse, au niveau de la société civile. Je tiens à vous rappeler que la plupart de ces auteurs, surtout les militants, sont devenus vraiment l'ossature de la société civile et surtout dans le domaine des droits de l'homme aujourd'hui, qu'ils ont estimé être une nouvelle façon de s'exprimer dans le champ politique.
Donc Souffle a quelque part contribué à ça, même s'il y avait plein de questions qui n'étaient pas du tout posées de la même manière. Par exemple, ils n'ont pas du tout parlé de la laïcité. Ils ont totalement zappé la question des droits des femmes. Ça c'est venu bien après. Mais ça a été le grand silence de Souffle sur cette question, mais que d'autres ont heureusement défendu après et qu'eux-mêmes ont rattrapé par la suite en comprenant l'importance. Mais je tiens vraiment à vous faire partager mes conclusions sur le fait que leurs réflexions sur la politique culturelle sont encore totalement d'actualité. Alors quand on parlait de réhabilitation culture populaire pour élaborer une culture marocaine moderne, ils se sont penchés sur la question du patrimoine. Il y a eu des choses là-dessus qui ont été faites sur la sauvegarde des arts traditionnels, sur leur revalorisation, mais il y a encore beaucoup à faire pour d'innombrables pans du patrimoine. Une question qui a totalement disparu par contre, c'est la question de la folklorisation de la culture populaire, et ça, je trouve ça dommage parce que, il n'y a pas eu de politique culturelle depuis, il n'y a pas eu de réorientation dans les politiques touristiques, et donc la question, elle reste posée et il serait peut-être temps de la remettre un peu sur la place publique. Et puis surtout, Souffle, elle appelait à la structuration du champ de la culture, et là, on y est encore au même point. La culture, cette revue, on l'a créée, les écrivains l'ont créée parce qu'ils n'avaient pas de tribune. Là, on n'a pas une revue littéraire digne de ce nom dans ce pays, et pourtant, on a des talents. Ils ont déploré déjà, pour rester toujours dans le domaine de l'édition, il y a eu Atlante, mais elle n'a pas survécu à l'expérience de Souffle. Il y a eu quelques autres tentatives éphémères, car bénévoles, de la part d'autres revues. Il y a eu quelques maisons d'édition qui se sont créées, mais je vous rappelle qu'on est quand même un pays où il y a près de 30%, plus de 30% d'éditions à compte d'auteur, et où nos éditeurs n'ont toujours pas réussi à capter, ne sont toujours pas devenus le circuit normal pour la plupart des auteurs au Maroc. On attend toujours le jour où Abdelatif Labi ou Tahar Mzeloun, pour ne citer que des auteurs qui ont publié dans Souffle, vont publier leurs œuvres au Maroc et pas en France. Dès que les gens ont l'opportunité d'avoir une maison d'édition en France, ils vont chercher à bénéficier de ce circuit, de cet accompagnement éditorial. Mais bon, au Maroc, ça n'est toujours pas le cas. Pour ce qui était du domaine du cinéma, Souffle rouspétait contre l'élitisme des ciné-clubs, mais il n'y en a quasiment plus aujourd'hui. Ils ont disparu, les maisons de jeunes ont fermé une à une, les cinémas ferment toujours. On est toujours dans cette dynamique de fermeture des cinémas, donc il y a encore, même s'il y a eu quand même un fond d'aide qui a permis l'éclosion d'une production au Maroc, mais on est toujours très loin d'un circuit sain. Les arts plastiques, c'est plus élitiste que jamais. Bref, dans tout le constat qu'ils ont fait il y a 40 ans est encore valable, et vous, si vous avez une implication dans le domaine culturel, vous devez vous en rendre compte dans votre quotidien. Donc, pas de politique culturelle depuis 40 ans, pas de vision d'ensemble non plus qui puisse donner à l'action culturelle un ancrage dans le quotidien des gens et dans la régularité. Et donc là, Mohamed Cheba, que j'ai rencontré dans le cadre de mes recherches, dénonçait toujours l'éparpillement et la faible portée des initiatives, en disant que c'était un domaine qui était quasiment laissé à l'amateurisme, sans professionnalisation et surtout sans vision. Il avait l'air de dire que certains organismes agissent, je cite, presque pour se donner une raison d'être, et que comme tout ça est déduit des impôts, ils sont bien obligés de faire des activités à but non lucratif, effet de mode, etc. Je tiens à vous imposer encore, si vous me permettez, cette dernière petite citation de Mohamed Cheba, qui m'a paru apparemment très représentative derrière ça.
Il n'y a aucun projet, aucune réflexion, rien, aucune compétence spécialisée. Il crée un service, il charge des commis ou des bonnes femmes. La femme d'un tel, parce qu'elle n'a rien à faire, on va lui donner un truc, elle va s'occuper comme ça, elle ne s'ennuiera pas. Ce sont des histoires comme ça ne marche pas, ça donne des catastrophes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de continuité. On bricole un an ou deux, et après c'est tellement honteux qu'on ferme et qu'on arrête le truc et on s'en va prendre le thé ailleurs. Voilà quoi, peut-être que ça dit quelque chose à certains d'entre vous. Voilà quoi, ils protestaient également contre l'absence d'ateliers de quartier, alors qu'on a des salles qui sont vides et qui sont peuplées de rats. On n'a pas de musée digne de ce nom dans les grandes villes et dans les régions, on a très peu d'écoles d'art, le secteur rural est totalement, n'est pas équipé du tout. Mohamed Cheba concluait, comme dans beaucoup de pays au Maroc, les politiques ne savent pas que la culture est l'outil de développement le plus important. Pour eux, la culture c'est un luxe, c'est un décor, c'est une arabesque, c'est pour faire bonne figure. Il manque de volonté véritable pour faire une politique culturelle sensée. Donc ce qui est dommage, c'est que Mohamed Cheba exprime le regret que cette expérience qui a été celle de Souffle ne soit pas suffisamment exploitée, parce qu'il y avait des idées là-dedans qui seraient encore d'actualité et qui mériteraient d'être réfléchies. Il regrette de ne pas avoir été sollicité par des gens pour, par exemple, ne serait-ce que pour mener une réflexion commune sur ces problématiques-là. Et en fait, ce qu'il dit, c'est qu'on a fait un travail extraordinaire dans un désert extraordinaire. Mais le problème, c'est que c'est encore presque ça, il n'y a pas beaucoup de changements. Même lacune grave, même nécessité, même besoin. Donc voilà, c'est un peu sur cette idée que je tiens à conclure ce petit topo sur Souffle, avec l'idée que vous avez en ligne sur le site de la BNRM une ligne pour vos réflexions, et puis merci de votre patience et de votre avancée. C'est vrai. J'espère avoir été claire. Je ne vous cache pas que ça a été l'horreur de préparer un topo après 7 ans de boulot. Et il y a la masse là qui est derrière, pour ceux qui ont envie d'y jeter un coup d'œil de ma thèse. Il y a aussi, j'ai amené quelques numéros de Souffle que j'avais imprimés si vous avez envie de jeter un coup d'œil. Mais maintenant tout est en ligne. Vous avez des questions? Et lui, celui qui veut bien. Moi, je l'ai jamais aimé. Je l'ai pas. C'était un moment d'absence. C'était un moment d'absence. Faut croire. Est-ce qu'il n'y a jamais eu aucune femme Alors, il y a eu Tony Marini, qui était la femme de Valérie à cette époque, et qui était une femme absolument exceptionnelle, qui a écrit surtout comme critique d'art. Elle a enseigné à l'époque à l'école des Beaux-Arts. Et elle a laissé des textes vraiment travailler sur les arts populaires, sur les signes. Voilà, mais il y a eu le traitement, il y a eu vraiment les signatures féminines dans Souffle, elles sont pas fortes. Moi, je voudrais juste pour ma part souligner quelque chose. On a parlé, on va appartenir à cette génération, mais et ce qui est vraiment la leçon pour moi en tant qu'artiste, c'est qu'ils ont compris, mais il y avait bien sûr un contexte mondial. Mais plus que ça, ils ont compris aussi que la valeur de leur message ou de leur combat, il était aussi de l'ordre de quelque chose qui est beau. Donc ils ont produit vraiment des choses magnifiques esthétiquement et artistiquement. Ce qui par après on va le perdre, parce que la bonne foi, la bonne volonté, on va dire qu'elle s'est exprimée par-ci par-là, mais qu'elle n'a jamais été vraiment portée par une question de forme. Donc elle n'arrivait pas non plus à être vraiment efficace. Et moi, ce qui me touche le plus, bon, bien sûr, il y a la position politique. Bon.
mais il y a aussi cette position vraiment artistique qui était vraiment, enfin, bon, on n'a pas produit grand-chose dans cet ordre-là depuis. Avec une réflexion aussi pour accompagner leur idée, c'était qu'il n'y avait pas de vrai mouvement artistique et esthétique sans mouvement de réflexion derrière. Et tous avaient fait, notamment Melhi, Seba, ils avaient été très marqués par les revues en Italie, les revues d'art, et ils rêvaient de participer à une revue. Donc on sent qu'il y a une volonté de la part de gens dont l'écrit n'est pas forcément l'expression première, mais de contribuer à un échange avec les artistes, les cinéastes. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'ils parlaient aussi de leur groupe, ils parlaient de la proximité qu'il y avait entre eux. Ils disaient on était tout le temps au vernissage d'un tel, à l'inauguration, à la signature de tel autre, à l'avant-première de tel cinéaste. On ne voit plus aujourd'hui de tels rassemblements transdisciplinaires, quoi. Les artistes ne se dérangent pas forcément quand c'est un écrivain qui vient parler. Nous, l'expérience qu'on a au café littéraire, si je me permets de faire de la pub pour l'événement qu'on organise par ailleurs, on a très rarement un cinéaste, un artiste qui vient, et on a encore plus rarement un autre écrivain qui vient écouter un écrivain, quoi. Enfin, c'est pathétique. Et puis eux, c'est quelque chose qu'on a perdu, mais qui peut-être maintenant peut revenir, c'est qu'ils n'étaient pas leur objet n'était pas vraiment esthétique, mais c'était dans un projet artistique, mais qui va de pair avec un projet de société rêvé, une utopie. Donc il y avait tout ça ça ne pouvait pas rater, donc il se devait de produire des choses vraiment très belles, mais des choses aussi denses, et avec des échos pour la société. Donc espérons que les artistes, à un moment donné, vont... Une question, est-ce que vous avez opéré parallèlement une analyse, sans que ce soit dans la thèse, mais par vous-même, sur une revue qui avait paru pratiquement en même temps, la Malif, oui, par j'ai rapport regardé à ses contributions, notamment j'ai regardé les numéros de la Malif, mais j'ai pas tout lu forcément parce que c'est immense, quoi. J'ai regardé les numéros qui étaient contemporains de la période de Souffle. Après, j'ai décroché parce que il fallait quand même que je me concentre sur ce sujet. Et c'est une approche différente parce que la Malif aussi, elle a eu un rôle extraordinaire qui a parfois été, même les gens que j'ai interviewés m'ont dit, la Malif a eu plus d'emprise sur la société parce qu'elle a duré beaucoup plus longtemps. Et aussi peut-être parce que elle opérait différemment. Là, Souffle, c'est vraiment un club d'artistes quelque part. Ça reste, il y a 120 personnes sur les 7 ans à peu près, 120 personnes environ, contributeurs que j'ai pu identifier dans les pseudos après, mais la Malif, je pense qu'elle a drainé beaucoup plus de monde et sur une plus longue durée, quoi. Oui, je suis située. La Malif, c'est une revue qui est née exactement en même temps que Souffle en début 66, premier trimestre 66, et qui a été un mensuel. C'était Zakia Daoud et son époux qui ont alimenté ça. Ça a été une excellente revue, plus, disons, moins culturelle, quoi, plus sociale, économique, politique. Voilà. Mais ils avaient un super culturel aussi, quoi.